Salut à toutes et à tous. Oui, elle est belle. Oui, elle est pleine de ressources. Oui, on l'aime. Oui, on voudrait la protéger de toutes nos forces. Elle, c'est qui? Elle, c'est Dame Nature et toute sa biodiversité. Et pour comprendre la nature, pour comprendre l'environnement, pour comprendre la biodiversité, il faut d'abord savoir à quoi elle ressemble. Avec l'équipe d'APE, c'est ce qu'on va faire pour cette émission. Tout de suite, le sommaire. Pour ce nouveau numéro d'APE, nous allons tenter de comprendre ce qu'est la biodiversité. Tout le monde s'accorde à dire que Mayotte dispose d'un patrimoine naturel d'exception, terrestre comme marin, mais aujourd'hui, nous allons garder les pieds sur terre. Pierre Bellucci est parti à la rencontre des acteurs de la biodiversité pour tenter de savoir pourquoi ces écosystèmes sont primordiaux pour la qualité de la vie des Mahorais. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre pourquoi ils jouent un rôle majeur pour la préservation des ressources. Quel est le lien entre la biodiversité et la vie humaine? Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui Madi Saïd, vice-président de 3CO, chargé de l'environnement, également élu à Ouangani, Antoine Rouillet de l'ADEAL, service environnement et prévention des risques, Emilien Dautré, directeur de GEPOMEC, cette association, et puis Anil Akbarali, qui représente le conseil départemental, en tout cas le service environnement du conseil départemental. Comment protéger cette biodiversité? Comment l'observer? Comment l'enrichir intelligemment? La rédaction d'APE s'est sérieusement penchée sur le problème. Pierre Bellucci et toute son équipe est parti sur le terrain pour découvrir ce qu'est réellement la biodiversité. Regardez ce reportage signé donc Pierre Bellucci, Adèle Laurent, Abbas Salidi. Tout de suite, le reportage. Comme l'écrit l'écologiste franco-canadien Hubert Reeves, la biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Depuis la déclaration de Rio en 1992, la biodiversité est devenue un enjeu primordial. Grâce à ses territoires ultramarins, la France se place dans les pays abritant la plus forte diversité biologique. À elle seule, Mayotte renferme sur moins de 400 km², un quart de la biodiversité marine mondiale, 48 espèces de plantes endémiques ou encore 142 espèces ornithologiques. Mais alors, pourquoi protéger cet environnement? Pour avoir une bonne santé, éviter les maladies. Parce que si on continue comme ça, on va avoir tous les coraux, les tortues qui seront détruites. On va manger des poissons pollués, quoi. L'environnement, c'est toute notre vie, quoi. Pour attirer les touristes. Parce que c'est joli. Je sais pas, il n'y a pas de Mayotte, tu vois. Je pense que c'est un des plus grands lagons fermés du monde. Problème comme la majorité des territoires d'outre-mer, le patrimoine naturel de Mayotte est particulièrement vulnérable en raison notamment de son insularité. Aujourd'hui, près de la moitié des espèces terrestres sont ainsi menacées. L'érosion des sols, la culture sur brûlis, la déforestation, la pollution de l'eau, de l'air et des sols, la destruction et le dérangement des espèces impactent l'environnement. Pourtant, seuls les écosystèmes en bonne santé peuvent fournir de la nourriture, de l'eau propre, des sols fertiles et participer à la régulation climatique. Les zones humides de l'île, telles que le lac Kariani, sont le parfait exemple des enjeux de la préservation de ces milieux fragiles au rôle vital. Les zones humides, elles vont avoir différents rôles, différentes fonctions écosystémiques, c'est-à-dire qu'elles vont rendre service au milieu, mais du coup à nous aussi, puisqu'on fait partie de ce milieu. Donc ça va être la rétention de l'eau quand il y a des fortes pluies, donc ça va éviter les inondations notamment. Les mangroves vont avoir un rôle de filtre et empêcher l'envasement du lagon. Et puis ça va être des réservoirs de biodiversité aussi pour nous tous. Des réservoirs de biodiversité qui abritent une faune et une flore exceptionnelles, aujourd'hui menacées, à l'instar du crabier blanc. C'est un oiseau qui fait partie de la famille des hérons, qui est classé en danger critique d'extinction. À Mayotte, il y a 4 sites de nidification. Et la population de crabier blanc à Mayotte, elle représente à peu près 10% de la population mondiale de crabier blanc, donc c'est pas négligeable. Et la problématique qu'on va rencontrer sur ces sites d'alimentation, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les zones humides et l'agriculture notamment, c'est qu'en baie de Bouéni, quand on prend la route et qu'on longe toute cette grande baie, on voit énormément de cultures de bananes qui anciennement étaient des prairies humides et donc des sites d'alimentation pour ces oiseaux. Mais pour le crabier blanc, mais aussi d'autres espèces. Tortues, roussettes, maquis, baobab, coraux, dugong, dauphins, mangroves.
Autant de diversité biologique indispensable pour assurer l'équilibre fragile de l'île au lagon. Qui est avec nous sur le plateau? On a Madi Saïd. Madi, bonjour. Oui, bonjour. Antoine Rouillet de la DEAL. Antoine, bonjour. Bonjour à tous. On a également Anil Akbarali. Anil, bonjour. Enchanté. Et puis Emilien Dautré qui est le directeur de Gépomaï. Bonjour. J'ai plein de questions pour vous, messieurs. À commencer par deux mots. Il va falloir nous l'expliquer, ou tenter de nous l'expliquer. Biodiversité, attendez, je prends mes fiches parce que là, et pression anthropique. La pression anthropique, c'est les impacts dus à l'homme sur cette biodiversité. Ouais. Donc la pollution ou l'agriculture, la déforestation, qui vont avoir un impact négatif. L'homme qui génère ça? Anthropique, c'est l'homme. C'est l'homme, forcément. Donc il y a des pressions qui sont liées à l'homme directement, il y a des pressions qui sont pas liées à l'homme. Mais à Mayotte, il y a beaucoup de pressions qui sont liées malheureusement à l'homme, mais qui peuvent être modifiées. Évidemment. Antoine, la biodiversité, alors pour vous les spécialistes, c'est clair ce que ça veut dire, mais pour nous tous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? C'est quoi la biodiversité? La biodiversité, c'est la diversité du vivant sur la Terre. De façon un peu plus exhaustive, on parle de biodiversité des écosystèmes, des espèces et des gènes. On parle de biodiversité des interactions entre les espèces et entre les différents niveaux d'espèces. Vous disiez tout à l'heure que l'homme peut être dangereux pour la biodiversité. En quoi? Donnez-nous des exemples. Par exemple, en quoi il peut être dangereux pour la biodiversité? Prenons un exemple précis. Quand il y a deux types d'agriculture. Il y a une agriculture qui respecte la nature, l'agroécologie, qui va pas empiéter sur des zones d'importance, comme par exemple les zones humides. Et il y a des impacts de l'homme directement par l'agriculture qui vont avoir un impact sur la biodiversité. Donc vous me demandez quel type de menace par exemple il y a à l'agriculture, c'est le brûlis par exemple. Le brûlis. La culture sur brûlis, c'est pas du tout bon. Ou par exemple les songes dans des zones humides, dans des mares naturelles où il va y avoir une biodiversité extraordinaire. Là aussi, il faut trouver d'autres endroits pour pouvoir planter. Mais on est sur une île, on a besoin de vivre, de se développer, de manger, de boire. Anil, est-ce que on peut arriver à concilier justement ce que vient de nous expliquer Emilien avec notre volonté de vivre normalement sur cette île? On peut arriver à tout concilier? C'est toute la difficulté de mettre en place le concept de développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est lier le développement économique, le développement social et autour de l'environnement. Donc c'est la grosse difficulté sur un territoire qui est petit comme Mayotte, où la population aspire à un peu plus de confort, à un peu plus de développement, et donc c'est lié tout ça pour protéger notre environnement. Il ne faut pas oublier que la population de Mayotte a le PIB, produit intérieur brut pour Mayotte, c'est 4 fois moins que celui de la métropole. Ouais, c'est clair. Voilà, donc les gens aspirent beaucoup plus au développement social. Et l'environnement, il faut pouvoir l'intégrer à tous les projets. On est dans le Yaka Faucon, là. Est-ce que c'est techniquement possible? Est-ce qu'on peut y arriver? Oui, je pense qu'on peut y arriver. Il faut que C'est pas que de la théorie, quoi. Non, c'est pas de la théorie. Je pense qu'il faut mener les deux de front. Aussi bien, c'est pour ça que tous les acteurs sur le territoire interviennent, les associations comme le Gépomaï, les collectivités que je représente, on œuvre pour améliorer ou maintenir ce qu'on disait tout à l'heure, les niveaux de pression de l'homme. Je ne prendrai pas le mot anthropique, mais les pressions de l'homme. Merci Anil. Antoine, on sait que la biodiversité à Mayotte représente une grande partie de celle qu'on peut retrouver dans le monde. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais peu importe. On sait qu'à Mayotte, il y a une très grosse partie. Quel est l'impact de la pollution sur l'espèce animale? Donc effectivement, Mayotte, comme vous le rappelez, c'est un territoire qui est inclus dans un hotspot de biodiversité, donc une des 24 régions du monde reconnues pour son endémisme extrêmement élevé. Et donc les pollutions, elles sont très nombreuses. Et il faut bien rappeler en premier lieu que la pollution n'est pas le seul facteur de disparition de la biodiversité. Les facteurs, ils sont multiples.
Mais les pollutions, elles sont aussi, elles, multiples et avec des impacts. La pollution des eaux détruit les populations de poissons et de crustacés dans les cours d'eau, dans le lagon. La pollution de l'air détruit certains types de végétaux et de lichens. Les pollutions sonores, lumineuses ont aussi des impacts sur les espèces nocturnes. Donc la pollution en tant que telle, c'est un sujet très vaste, mais n'est pas le seul facteur de destruction de la biodiversité. Ouais. Et c'est peut-être pas le seul facteur, mais en revenant à l'échelle de Mayotte, on sent déjà que la biodiversité est en danger ou pas encore? Si, elle l'est. C'est mesurable par le recul des habitats naturels, par la dégradation des cortèges d'espèces qui sont naturellement présentes et qui tendent à disparaître sur le territoire. Mais de manière générale, les politiques publiques mises en place actuellement permettent d'avoir de bons résultats. Et aujourd'hui, l'érosion de la biodiversité est largement freinée par rapport à ce qu'elle a été un certain temps. Emilien, dans les zones humides, il y a évidemment beaucoup de biodiversité, ça on le sait. Hein. Comme la vie, la faune, etc. On le sait. Pourquoi elles sont importantes, ces zones humides? Ces zones humides et la biodiversité qu'elles contiennent, les zones humides, elles sont importantes parce qu'elles rendent des services justement aux hommes. Par exemple, elles permettent d'éviter les inondations, elles filtrent l'eau et elles contiennent aussi des espèces qui, quand elles disparaissent, ça va être un cercle vicieux qui va faire que va y avoir un impact au final sur tout le monde. Évidemment, forcément. Anil, les actions qui sont mises en place ou que l'on peut mettre en place pour préserver cette biodiversité? Nous, au niveau du conseil départemental, en fait, on travaille beaucoup sur la protection des forêts, notamment avec des zonages qui sont définis, les forêts départementales. On intervient également sur l'entretien des rivières, par exemple, comme exemple. C'est quoi l'entretien des rivières? On fait quoi précisément? On enlève les déchets, en tout cas dans les zones périurbaines, parce qu'il y a aussi le problème de collecte dans les zones urbaines, mais on essaye de préserver les têtes de bassins versants sur les rivières avec de l'entretien courant avec les équipes du conseil départemental. Il y a le suivi de la faune, flore, c'est le suivi de la connaissance, donc on travaille avec le GEPOMAI notamment là-dessus. On essaye de mettre en place des zones de protection. Par exemple, le conseil départemental va se lancer dans la mise en place des espaces naturels sensibles sur lesquels on aura des actions de protection et de surveillance des espèces. On travaille avec le conservatoire du littoral pour protéger, donc ça peut se faire par de l'acquisition foncière, ces protections. Ça peut se faire par du contrôle de police, donc on travaille avec les services de l'État dans ce sens. Bien sûr, il en faudrait toujours plus pour faire des sanctuaires, mais est-ce qu'on veut faire des sanctuaires de ces forêts et autres? Et il faut aussi l'ouvrir au public pour la sensibilisation. Antoine, du côté de l'État, les actions, j'imagine qu'il y en a aussi? Oui, elles sont multiples et variées. Pour compléter avec ce que disait Anil, la mise en place d'abord des PNA, des plans nationaux d'action sur les espèces les plus vulnérables, tortues, dugongs, crabiers blancs. Également. C'est quoi une PNA? Ça fonctionne comment? Les plans nationaux d'action sont des documents réalisés pour planifier des objectifs de conservation des espèces qui sont visées dans ces documents. D'accord. Ensuite, l'État met en place aussi des réserves naturelles ou d'autres périmètres réglementaires sur lesquels les usages sont encadrés pour préserver la fonction naturelle de ces espaces-là. On a aussi les actions de lutte et de police de l'environnement, lutte contre le braconnage et police de l'environnement, etc. L'État mène avant tout des politiques publiques variées avec différents outils. Et surtout avec des dotations qui permettent de mettre en place ces mesures. Avant d'attaquer un côté économique, juste un mot... Il y a aussi la sensibilisation, comme disait Anil, c'est ça. Et après, il y a le côté sensibilisation des différents publics sur le terrain. Forcément. C'est effectivement un changement de fond qu'en fait la population ici, elle vivait avec son environnement. Aujourd'hui, elle a le développement qui arrive en force. Donc il faut les ramener vers ce lien qu'en fait à la terre. Exactement. Voilà.
Comment arriver, il nous reste 5 minutes, et je voudrais vraiment parler avec Madi Saïd de l'activité socio-économique liée à la biodiversité. Madi Saïd, vous êtes vice-président de 3CO, chargé de l'environnement, élu à Ouangani. On va juste commencer avec cette histoire d'atlas. Il y a un atlas qui est en cours de réalisation. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Oui, effectivement, c'est dans ce sens que la 3CO a compris l'enjeu du sujet. Ouais. Donc, 3CO, c'est l'interco du centre. Voilà, pour ceux qui 3CO, c'est l'interco du centre, pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous, dès qu'on a eu le sujet, on a travaillé là-dessus. On s'est mis tout de suite en avant, puisqu'on a compris que c'est l'environnement, c'est le vivre de tout le monde. Donc, on a lancé effectivement une étude là-dessus, auquel... on souhaite savoir nos territoires, nos différents outils, ce qu'on a, pour pouvoir justement faire mener une diagnostic dans ce sens. C'est quoi, c'est une forme de recensement de tout ce qui existe ? Exactement. Ça, on a mené un projet là-dessus. D'ailleurs, on est subventionné à hauteur de 150 000 sur l'enveloppe. On a eu 120 000 euros pour vous dire que nous, on est déjà en avance là-dessus parce qu'on n'attend pas. Madi Saïd, comment on peut arriver, parce que Interco du centre, c'est développement économique. Comment est-ce qu'on peut arriver à développer économiquement un territoire, une zone, en respectant strictement l'environnement ? Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité là quelque part ? Non, il n'y a pas incompatibilité parce qu'on va mener des études, on va prendre des repères, on va vraiment chercher à comprendre déjà comment faire. Avec nos techniciens, on a des personnes qui nous accompagnent qui sont très très calées là-dessus, donc on y travaille et c'est dans ce sens qu'on a été subventionné justement. On a considéré que notre projet est assez enrichissant et fiable, c'est pourquoi on nous a subventionné. Antoine, je souhaiterais compléter dessus, puisque moi je pense qu'effectivement ce sont deux notions qui au contraire sont conciliables et doivent être conciliées. Deux raisons à ça. C'est la première, il n'est pas possible pour un territoire de se priver des services écosystémiques, c'est-à-dire ce que abordait tout à l'heure Émilien, c'est-à-dire tous les services rendus par la nature, épuration des eaux, épuration des airs, retenue des crues. Ça, c'est si cette biodiversité disparaît, ces services disparaissent. Si ces services disparaissent, les collectivités se doivent d'y pourvoir. Et si elles y pourvoient, c'est autant de fonds publics qui ne sont pas mis sur la table du développement. Et deuxièmement, c'est après un patrimoine commun à tous les habitants de l'île. Ces habitants connaissent aussi bien les plantes et les animaux, et les voir disparaître fait partie aussi de la disparition de leur culture et de leur patrimoine. Forcément. Un mot à rajouter là-dessus ? Oui, je suis totalement d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus, pas de débat. Oui. Moi, je rajouterais aussi sur l'aspect touristique. En fait, c'est un atout d'avoir, par exemple, une intercommunalité qui met en avant qu'en fait son patrimoine biologique. Enfin, ça peut être un avantage politique, un argument politique. Un argument politique. On sait très bien que les gens de métropole viennent dans les îles quand il fait trop froid en métropole pour pouvoir voir toute cette biodiversité et profiter en fait des... Je peux prendre un exemple précis, par exemple la lagune d'Ambato à Amsangamouji. Il y avait une espèce dont parlait Antoine, le crabier blanc, qui était présent. Et à cause du dérangement, à cause de pas mal de problèmes, ils sont parvenus cette année. Et ça c'était un outil de valorisation de cet endroit. Et petit à petit, il a de moins en moins de valeur touristique, patrimoniale. Et ça a une importance pour une commune. C'est une perte pour la commune. C'est une perte pour la commune. Madi Saïd, encore une question pour vous. J'en ai plein, mais bon, le temps nous est compté. Quel est le rôle des élus dans la préservation de l'environnement ? Est-ce que nos élus, ici à Mayotte, sont conscients de tout ça ? Oui, effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu, la 3CO, justement, à travers sa culture, son positionnement au niveau de Mayotte, il est au centre. Vous avez entendu qu'on a mis en place une comité de tourisme récemment. Justement, on va accompagner tous ces outils-là. Donc aujourd'hui, on attaque la biodiversité, mais on a envie aussi de mettre en valeur tout ce qu'on a. Ils viennent de le citer, en bateau par exemple. C'est dans ce sens qu'on a mis un comité de tourisme pour travailler avec celui départemental, mais le nôtre, c'est pour aller plus envers la population, pour plus pro, pour sensibiliser. On va mener un travail de sensibilisation là-dessus. Voilà, c'est nous, le projet, on y tient. On met tous les outils qu'il faut. Nous, on attend la 3CO. Dès qu'il y a quelque chose, un projet ambitieux, nous, on y va tout de suite. À travers des études, on met en place petit à petit les choses.
On est nouveau, on est récent, mais on va avec des projets précis, avec des précisions pour que notre territoire soit rayonnant. Donc on y travaille, on a envie d'attirer les touristes, tout le monde chez nous, donc on y croit. Allez, juste en conclusion, Emilia. Oui, ce qui est beau avec 3CO et avec Mayotte en général, c'est qu'il y a quand même une bonne concertation de tous les acteurs de l'environnement. Et par exemple, ils font appel au milieu associatif, au milieu de l'État, au domaine de l'État, et pour aller dans le même sens, pour agir. Et pour le moment, il y a des beaux. Vous m'avez presque convaincu sur l'histoire. Quand je dis presque, parce que j'aurai encore quelques questions à vous poser sur la biodiversité, mais on n'a plus le temps. Promis, vous reviendrez sur ce plateau ? Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. C'est super. En tout cas, sincèrement, merci beaucoup pour toutes vos explications. On y voit plus clair sur la biodiversité et surtout, on se rend compte que les enjeux sont énormes pour notre île. Merci 1000 fois. Est-ce qu'elle fait elle aussi partie de la biodiversité ? Tout le monde se pose la question. Ça, on va le découvrir tout de suite. Puisque Anne-Constance va nous rejoindre sur le plateau pour les bons gestes. Nous revoilà sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement et Dieu sait qui a du boulot. On retrouve Anne-Constance. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick. Très intéressant ce plateau sur la biodiversité. On a appris évidemment plein de choses, des images splendides, magnifiques. Mais vous êtes là pour autre chose aujourd'hui. Des chiffres. Il va falloir en donner quelques-uns, Anne-Constance. Oui, c'est un peu dans cette émission mon rôle de rappeler quelques chiffres et quelques gestes. Oui. Donc 4 chiffres pour bien rappeler l'importance de la biodiversité et surtout de ces enjeux à Mayotte. En 5 ans, la biomasse des poissons de la zone a diminué de 76%. Alors la biomasse, c'est quoi ? C'est la taille des poissons, ce qui veut dire que notre réserve alimentaire est déjà en question. Ah oui. Voilà, c'est important. Ah oui, donc c'est même grave. C'est une donnée vraiment, vraiment importante. Oui, et si on parle, et c'est le même problème pour les coraux ? Alors, les coraux, c'est un petit peu différent. Pour les coraux, les phénomènes de changement climatique ont entraîné récemment un blanchiment des coraux de la Passan-Est d'environ 35%. Ah oui. Eh oui. Oui, donc il y a urgence là aussi. Il faut faire attention, effectivement, et préserver notre environnement du mieux possible. Ne nous dites pas que les maquis disparaissent aussi. En 20 ans, la population des maquis a réduit de 50%. Ah oui. Et donc on a une idée dans 20 ans, il y aura plus de maquis ? Mais je pense que vous avez vu sur le plateau un peu avant toutes les actions qui sont mises en œuvre pour que ça n'arrive pas. Donc il faut espérer qu'une émission comme la nôtre va permettre effectivement de se bouger de manière à mieux protéger l'environnement. Donnez-nous un chiffre positif sur les oiseaux. Il va y avoir un chiffre positif. Ouais, un chiffre positif. Allez, 150 espèces d'oiseaux ont été inventoriées à Mayotte ces dernières années. Et chaque année, ce chiffre et ces données sont mises à jour. Les bons gestes. Oui. Il y en a. Oui. Allez, donnez-nous 4 bons gestes qu'il faut avoir. Allez, 5, Patrick. Allez, 5. Si le temps nous le permet. Alors, Echati nous dit. Oui, qu'est-ce qu'elle nous dit, Echati ? Je ne jette aucun déchet par terre. Oui, bon, ça on le sait. Mais non, parce que, on se dit c'est sale, mais non, parce que les déchets peuvent blesser les animaux. Je vous donne un exemple concret, les chewing-gums par exemple. Un animal peut avaler un chewing-gum et s'étouffer. Oui, surtout si on ne lui explique pas qu'il faut le mâcher. Ça. C'est absurde. Deuxième geste, Echati dit, je limite la pollution lumineuse à l'extérieur. Ça veut dire quoi, la pollution lumineuse ? Il y a des animaux qui sont plutôt nocturnes et donc quand on met beaucoup d'éclairage, on perturbe leur vie et leur manière de se déplacer et donc forcément on a une influence négative sur la biodiversité. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore, Echati ? Elle nous dit, je soutiens les associations de protection de la nature. Je suis attentif à leur travail et je participe du mieux que je peux aux actions qu'ils proposent. Oui. Elle nous dit aussi un truc très important, Echati. Pour nous les femmes, puisque vous les hommes, vous ne faites pas ce genre de choses, j'utilise des produits ménagers non polluants. Oui. Puisqu'ils sont rejetés dans la nature. Mais ils coûtent plus cher. Oui, il coûte plus cher, mais c'est le prix à payer pour qu'il y ait encore dans 20 ans des maquis. Il faut aussi qu'on change notre manière de consommer et de manger. Oui, il faut réduire sa consommation de viande autant que possible parce que pour manger de la viande, il faut consommer beaucoup d'eau et utiliser beaucoup d'eau pour produire cette viande. Et les ressources en eau sont limitées. On aura l'occasion dans d'autres émissions, je crois, Patrick, d'en reparler.
C'est sûr. Merci beaucoup Anne-Constance d'être venue sur ce plateau. Merci à toutes les équipes, celles d'Incidence et celles de Kwesi qui nous ont aidés à réaliser et à produire cette émission. Un grand merci également à tous nos invités qui ont pris le temps de venir nous expliquer leur métier, mais surtout leur passion. Agir pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Salut, à la semaine prochaine.